qui est également référente du groupe de travail APA et Cancer. Le docteur Philippe Bergerot, un petit coucou de la main, qui est radiothérapeute à la clinique mutualiste de l'Estuaire et également le président du réseau OncoPL. Le docteur Fabienne Empereur, directrice du réseau OncoPL. Et je remercie également Delphine Lozeille et Virginie Moiteau, qui font partie de l'équipe OncoPL et qui étaient en charge aujourd'hui de l'organisation et du bon fonctionnement technique de ce webinaire et à qui nous allons dire au revoir et qui vont rester en coulisses pour veiller à la bonne réalisation de ce webinaire. Je tiens également à remercier ce matin le groupe de travail APA et Cancer qui a participé activement à la réalisation des outils que nous avons vous présenter ce matin. Et je remercie également l'équipe projet OncoPL qui m'a accompagnée tout au long de la construction et de la mise en œuvre de ce projet, Delphine Lozeille, Virginie Moiteau et également Samantha Valli. Nous allons vous présenter donc le programme de cette matinée. Donc, le docteur Abadi commencera par quelques mots sur l'activité physique adaptée en cancérologie. Puis nous vous présenterons le projet régional APA et Cancer et les outils qui découlent de ce projet. Nous vous présenterons également le site web OncoPL sur lequel vous pourrez retrouver ces différents outils ainsi que l'annuaire des ressources. Et nous terminerons avec les questions des participants. Et donc tout de suite, je laisse la place au docteur Philippe Bergerot pour le mot d'ouverture. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. On n'avait pas imaginé l'année dernière, quand on avait pris cette date, se voir comme ça, mais Covid oblige. Par contre, pendant très longtemps, on avait espéré maintenir la réunion et lorsqu'on a dû l'annuler, il me semblait important que l'on puisse essayer de mettre ça sous cette forme un petit peu de webinaire. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins chaleureux, c'est un peu moins sympa, mais on voit qu'il me semblait extrêmement important, le groupe de travail ayant fait un énorme travail autour de l'activité, ayant préparé un certain nombre d'éléments, ça me semblait difficile d'attendre un an pour pouvoir vous les présenter. Donc, du coup, l'année prochaine, on va tous pouvoir se voir. La Covid sera vaincue, a priori. Donc là, on pourra se voir. Et à l'inverse, au lieu d'avoir une présentation, ça permettra d'avoir un retour d'expérience, mais le sujet est conservé. Donc, déjà, décembre l'année prochaine, mettez dans votre agenda la date. Nous aurons une journée qui sera faite autour de l'activité physique avec un peu plus d'1 an d'expérience, de retour d'expérience des différents outils qu'on va vous donner. Donc, c'est pour ça que cette journée, il me semblait important de la maintenir sous cette forme un petit peu particulière. Et je remercie Sophie, bien entendu, d'avoir managé ce groupe et du travail réalisé parce que on va avoir comme ça au niveau du réseau Onco Pays de Loire une boîte à outils, comme on avait déjà une boîte à outils pour un certain nombre de choses, et ça permet de pouvoir harmoniser les pratiques sur l'ensemble de la région. Et je suis très content que l'on puisse vous montrer ça aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser, le plus important est à venir. Bonne réunion à toutes et à tous. À toi, Sophie. Merci Philippe. Bonjour à tous. Un grand merci à tout le groupe de travail et à toute l'équipe d'OncoPL pour ce gros travail sur l'activité physique adaptée et la prescription et les outils qu'on va pouvoir vous donner. On a travaillé depuis plus d'1 année à essayer de vous donner justement des outils et des petites aides pour que cette activité physique puisse se mettre en place au quotidien. Alors, dans un premier temps, j'avais souhaité très rapidement vous donner quelques mots-clés, mais qui peuvent tout à fait vous aider probablement lors de la prescription de l'activité physique. Quelques mots, quelques données essentielles des bienfaits de l'activité physique en oncologie. Alors, vous savez tous qu'on sait maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'on a de grosses cohortes de patients qui nous ont donné ces résultats, que pratiquer de l'activité physique tout au long de sa vie, eh bien déjà, ça prévient d'un certain nombre de cancers. 14 cancers sont considérés à l'heure actuelle comme pouvant diminuer en incidence grâce à l'activité physique quand on la pratique tout au long de sa vie. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la phase des traitements, du diagnostic,
et puis la période de l'après-cancer. On sait que le moment de la consultation d'annonce et de la découverte du cancer, c'est un moment clé pour la pratique de l'activité physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, des études ont montré que dès l'annonce du cancer, les patients arrêtent de bouger, qu'ils soient sportifs ou pas. Un déconditionnement physique, que ce soit lié à la maladie ou que ce soit lié au traitement, va s'opérer très rapidement et va avoir des conséquences très néfastes sur l'évolution et notamment la tolérance des traitements. Donc, c'est un moment clé pour mettre en route une activité physique et même parfois, avant que les patients soient opérés, c'est la préhabilitation pour limiter les risques de complications post-opératoires. Qu'est-ce qui a été montré? Eh bien, que pratiquer une activité physique d'intensité moyenne permet d'améliorer la qualité de vie et la fatigue pendant la phase des traitements. Cette amélioration, elle est de l'ordre de 20 à 30%, ou 40% dans certains cas. Elle va être plus efficace lorsque les traitements viennent de se terminer. Et là, c'est ce que j'appellerais la période du post-cancer, en différencier celle du post-cancer immédiat, quand les traitements viennent de se terminer, où la pratique d'une activité physique d'intensité modérée va permettre d'améliorer le niveau de fatigue, la qualité de vie, tous les paramètres de la qualité de vie. Et puis, dans l'après-cancer, on va être beaucoup plus ambitieux parce que là, on a des données assez solides qui nous disent que pratiquer une activité physique régulière, ça diminue le risque de récidiver de son cancer, ça améliore la survie d'un certain nombre de cancers. Mais là, on sera plus exigeant parce que les niveaux d'activité que l'on va demander, il faudra qu'ils soient un peu plus élevés que dans la phase des traitements. Et puis, eh ben, en phase de soins palliatifs ou en maladie beaucoup plus avancée, on peut aussi avoir un bénéfice à pratiquer l'activité physique. Des études ont montré, notamment dans des récidives de glioblastome. Diapo suivante. Alors, cette diapositive est non exhaustive. J'ai voulu vous donner là toutes les améliorations qui sont retrouvées pendant la phase des traitements et dans la phase du post-cancer. Bien sûr, l'amélioration de la fatigue, 20 à 40%, la qualité de vie et tous les paramètres de la qualité de vie. Une amélioration, bien évidemment, des capacités cardio-respiratoires et musculaires, avec notamment une meilleure répartition des graisses et des muscles, ce qui va avoir un impact majeur sur la tolérance du traitement. Lorsqu'on n'est pas sarcopénique, on tolère mieux les traitements. Il y a moins de toxicité de la chimiothérapie, de la radiothérapie, par exemple. Un meilleur contrôle du poids. On sait que la prise de poids après un cancer du sein va avoir un impact péjoratif dans la survie. Et puis, bien d'autres paramètres se sont vus améliorer grâce à l'activité physique, notamment les arthralgies. On est assez dépourvu de traitement pour toutes nos patientes qui ont d'importantes arthralgies sous hormonothérapie, sous anti-aromatase. Eh bien, la pratique d'une activité physique régulière a montré des bénéfices en diminuant les douleurs liées aux arthralgies. Et bien d'autres bénéfices ont été retrouvés, notamment sur la tolérance, l'observance des traitements, tous les paramètres psychiques, la dépression, les liens sociaux sont améliorés, etc. Diapositive suivante. Alors, pour avoir tous ces bénéfices, il faut des activités qui vont permettre de développer 4 qualités. 2 sont majeures, bien évidemment l'endurance, toutes les activités qui vont améliorer les capacités cardio-respiratoires, à réaliser le plus régulièrement possible, si possible 30 minutes tous les jours, voire plus si possible et le plus régulièrement. Associé à ces activités d'endurance, le renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine, et bien sûr toutes les activités qui permettent les assouplissements articulaires, notamment en cas d'arthralgie, et le maintien de l'équilibre. Je ne vais pas les détailler, mais je vous ai donné quelques exemples là. Diapositive suivante. Alors, il y a quelques informations clés qui sont importantes pour que vous puissiez conseiller vos patients. Ces bénéfices, notamment biologiques, qui participent à l'amélioration de l'activité physique, il faut savoir que ça fonctionne 72 heures. Quand vous pratiquez
une activité physique, les effets biologiques, donc on ne va pas détailler ici parce qu'on n'a pas le temps, durent 72 heures. Donc, ça ne sert à rien de faire une grosse activité de 6 heures une fois tous les 15 jours. Il vaut mieux pratiquer très régulièrement, tous les 2-3 jours si possible. Donc, le plus régulièrement dans la semaine. Donc, la régularité, fréquence, régularité. L'intensité, on a un effet dose. Plus l'activité physique va être intense, plus les effets bénéfiques biologiques et notamment l'effet sur le risque de récidive et la survie va être important. Donc ça concerne plutôt la phase du post-cancer. À noter que quand on est en phase des traitements, si on veut améliorer la qualité de vie, on va être plutôt dans des activités modérées. Le type d'activité, aérobie, c'est-à-dire l'endurance, anaérobie, le renforcement musculaire. Ces deux activités doivent être absolument couplées car complémentaires. Et un effet seuil, effectivement, on pense que les bénéfices de l'activité physique, on ne va pas les voir si on est au-dessous en moyenne de 150 minutes d'activité physique, toutes confondues par semaine. Donc, il faut être assez exigeant dans ce qu'on va proposer aux patients. Bien évidemment, il va falloir y aller de façon progressive, mais il y aura certaines exigences à essayer d'obtenir parce que au-dessous de 150 minutes par semaine et d'une activité assez au moins modérée, on peut ne pas avoir les bénéfices que l'on attend. Diapo suivante. Alors, à qui proposer ces activités? Eh bien, vous verrez qu'il y a très peu de contre-indications, que cela concerne quasiment tous les patients, quel que soit leur âge, quel que soit leur cancer, quel que soit le stade de la maladie. On peut tout à fait proposer des activités physiques adaptées à des patients qui ont un cancer en phase adaptée. Les contre-indications, vous les verrez dans les guides et outils qui vont être mis à disposition. Il y en a très peu, c'est des questions de bon sens qui n'ont quasiment rien à voir avec la cancérologie, notamment plutôt sur les risques cardiovasculaires, ce genre de choses. Mais ce sont des règles de bon sens. À quel moment? Eh bien, le plus tôt possible, dès la consultation d'annonce, parfois à proposer avant une chirurgie lourde pour en améliorer le post-opératoire. Donc, le plus tôt possible pour limiter au maximum le déconditionnement physique qui va apparaître et bien évidemment dans la phase d'après-cancer où là, on va être peut-être un peu plus exigeant en termes d'intensité et de fréquence. Quels professionnels vont être concernés par cette activité? Eh bien, il va y en avoir plusieurs. Ils peuvent être le kiné peut être tout à fait complémentaire de l'enseignant APA. Ces professionnels et les autres, puisque ça ne se limite pas à ces deux professionnels, vont s'adapter aux limitations des patients. Les limitations sont très variables d'un patient à l'autre. Certains n'auront aucune limitation et d'autres d'importantes limitations. Eh bien, ces professionnels vont évidemment s'adapter pour reconnaître les difficultés. Et on sait à l'heure actuelle qu'une activité supervisée par un enseignant formé à l'activité physique adaptée va permettre une pratique en toute sécurité et va être préférée par les patients. Diapo suivante. Alors, quelques repères pratiques selon les objectifs que l'on va avoir. Bien évidemment, nos objectifs ne vont pas être les mêmes pendant la phase des traitements, notamment s'il y a une chimiothérapie, une radiothérapie, de la phase du post-cancer où on va être un peu plus exigeant en termes d'intensité d'activité physique. L'activité physique, elle est classée entre activité physique légère, modérée à soutenue en fonction de l'intensité de la consommation d'oxygène. Sans rentrer dans les détails, on est dans une activité physique modérée quand on veut améliorer la qualité de vie globale des patients pendant les traitements. Un peu plus intense lorsqu'on veut avoir un objectif sur la fatigue et peut-être juste quand les traitements viennent de se terminer. Et comme je vous l'ai déjà précisé, lorsqu'on veut que les patients prennent part notamment à la diminution de leur risque de rechute, cancer du sein, cancer de prostate, cancer du côlon, effectivement, il faut pouvoir être un peu plus exigeant en termes d'intensité d'activité, mais ça se conçoit surtout lorsque les traitements sont terminés. Diapo suivante. Alors, effectivement, nous avons des professionnels de l'activité physique qui sont multiples. Bien évidemment, les kinésithérapeutes, ils vont intervenir lorsque les limitations sont importantes.
alors que les enseignants APA, eux, vont intervenir lorsque les limitations sont un peu plus limites et lorsque les traitements ou que les traitements sont terminés. Les éducateurs sportifs, dont je n'ai pas détaillé tout le type d'éducateurs, hein, sont plutôt concernés par la phase du post-cancer ou lorsqu'il n'existe aucune limitation. Tous ces professionnels ont un rôle extrêmement important pour l'observance de l'activité physique, l'apprentissage des techniques et la protection contre les blessures. Diapo suivante. Alors, j'ai imaginé un fil conducteur où pendant la phase des traitements, vous voyez, la place du kiné est primordiale, mais la place de l'enseignant APA est loin d'être négligeable également. C'est vraiment un vrai couple et les deux sont totalement complémentaires. Dans la phase du post-traitement, l'enseignant APA va prendre vraiment tout le pas sur la prise en charge et peut-être un petit peu moins le kiné qui peut rester encore très présent dans son activité. Et puis, dans la phase du post-cancer, l'enseignant APA, effectivement, joue toujours un rôle important, mais également les éducateurs sportifs. Diapo suivante. Alors, les objectifs, il faut qu'ils soient réalistes et réalisables. On ne doit pas donner un objectif démentiel à un patient très déconditionné qui n'a jamais fait d'activité physique. Notre premier objectif, ça va être de prévenir le déconditionnement physique qui peut être très important, maintenir ou normaliser la composition corporelle et notamment le poids, éviter la sarcopénie. Pendant la phase des traitements, réduire la fatigue, améliorer la qualité de vie, améliorer la tolérance des traitements. Et puis, dans la phase du post-cancer, avoir une ambition beaucoup plus importante, avoir un impact sur la survie. L'activité physique est devenue un véritable soin oncologique de support. Diapo suivante. Alors, la réalité, c'est quand même qu'à l'heure actuelle, 70% des patients n'atteignent pas les recommandations en termes de pratique d'activité physique. Quand on propose une activité physique, 30 à 40% des patients vont l'accepter. Peu de médecins encore la proposent parce qu'ils n'y pensent pas, mais surtout parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire dans de bonnes conditions. Quand les patients acceptent, l'observance des traitements, de l'activité physique, la pratique est plutôt bonne, hein, puisqu'on a à peu près, dans les études et dans la vraie vie, 80% d'observance de l'activité physique sur des programmes au long cours. Diapositive suivante. Quand on pose la question aux patients de savoir ce qui les empêche de pratiquer à l'heure actuelle une activité physique, eh bien pour 50% d'entre eux, c'est surtout un manque de motivation. Hein, donc, la première cause, c'est la motivation. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra effectivement aborder lors de la consultation. La deuxième barrière importante, c'est le manque d'accessibilité à des programmes adaptés. Et puis, quand on demande aux patients ce qu'ils préfèrent, clairement, ils préfèrent les activités supervisées par un professionnel formé aux exercices sans surveillance. Et la littérature est très claire là-dessus. Ce sont les activités supervisées qui donnent les meilleurs résultats. Devant ces constats, eh bien, effectivement, le groupe de travail activité physique, donc en COPL, va vous proposer des aides pour que la prescription de cette activité physique soit un petit peu facilitée. Je vous remercie. Merci Sophie. Donc nous allons vous présenter maintenant le projet régional et les outils dont vous parlait Sophie à l'instant. Donc concernant la construction de ce projet, il est né, comme le disait Sophie, ça fait quand même plusieurs années qu'on a de la littérature sur les bienfaits de l'activité physique adaptée pour les malades atteints de cancer. Donc on le sait, l'activité physique aujourd'hui, c'est un déterminant majeur de l'état de santé pour de nombreuses maladies, comme je l'ai dit pour le cancer. Depuis 2011, la HAS considère l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse à part entière. Et puis, dans un certain nombre de documents comme le plan cancer 2014-2019, le plan régional de santé des Pays de la Loire 2018-2022, ou bien encore la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, ont pour objectif de promouvoir l'activité physique pour les patients atteints de cancer. Nous, notre rôle au niveau du réseau régional de cancérologie OncoPL, c'est de pouvoir justement accompagner tous ces professionnels de la région dans la mise en œuvre et l'élaboration de projets
pour veiller à l'amélioration du suivi des patients atteints de cancer. Et donc, l'activité physique adaptée était vraiment une thématique importante à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Et il était important qu'on puisse vous proposer quelque chose. Donc, concernant les objectifs de ce projet, donc l'objectif principal, c'est vraiment favoriser, comme l'a dit Sophie aujourd'hui, beaucoup de professionnels, peut-être par manque d'outils, manque de moyens, ne proposent pas forcément l'activité physique adaptée à leurs patients. Donc, l'objectif pour nous, c'était principal de favoriser cette mise en place de l'activité physique pour les patients, et ce, quelle que soit l'étape des traitements, que ce soit avant, pendant ou après la phase de ces traitements. Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé en 2 temps. Le premier temps était d'identifier un peu quels étaient les freins, les leviers justement pour mettre en œuvre cette activité physique, et ensuite pouvoir réaliser un certain nombre d'outils que nous viendrons mettre à disposition des professionnels de la région. Donc, pour mener à bien ces différents objectifs, nous avons mené un groupe de travail régional constitué de plusieurs professionnels de la région. Donc ça, c'est vraiment important, nous, au niveau du réseau Oncopl. On s'appuie vraiment sur les acteurs des terrains pour pouvoir réaliser nos projets. C'est vraiment eux qui nous donnent la matière pour pouvoir construire des outils qui seront ensuite utilisés. Donc nous avions des médecins, des professionnels de l'enseignement physique dans notre groupe de travail, mais également une cadre de santé, de la médecine physique et réadaptation, kinésithérapeute, donc vraiment des profils différents, et ici de toute la région des Pays de la Loire. Donc, dans un premier temps, pour atteindre l'objectif que nous étions fixés, c'est-à-dire identifier un petit peu les freins et les leviers aujourd'hui pour la mise en œuvre de l'activité physique, nous avons donc auprès du groupe de travail mené différents entretiens téléphoniques, et avec eux, nous avons pu définir les outils qui semblaient aujourd'hui importants de mettre en œuvre au niveau de la région. Nous avons également travaillé à un référencement d'un certain nombre de structures qui proposent une offre d'appât en cancérologie. Donc ça, c'était vraiment une demande forte du groupe de travail régional, et nous avons débuté ce référencement, et je vous le présenterai tout à l'heure sur notre site web Oncopl. Nous allons passer donc maintenant au vif du sujet, les fameux outils. Donc ils sont au nombre de 5. Le premier outil, donc c'est un logigramme. L'objectif, c'est de permettre aux professionnels de la région, donc les professionnels de santé, de pouvoir distinguer facilement quelles sont les étapes clés aujourd'hui pour promouvoir l'APA, et quels sont les professionnels qui interviennent au moment de ces étapes clés. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une légende, donc un code couleur. Donc aujourd'hui, tous les professionnels qui interviennent dans la prise en charge du patient sont à même de parler d'activité physique, au moins de promouvoir l'activité physique auprès des patients, de les sensibiliser sur ce sujet. Donc médecins, professionnels de l'APA, mais également les infirmières qui accompagnent les médecins au moment peut-être de l'annonce du cancer. En bleu, ce sont donc les médecins que nous allons retrouver, et en vert, les professionnels de l'APA. Donc, je vais vous présenter les 4 grands temps et ensuite vous expliquer pourquoi certaines cases sont à la fois en bleu et en vert. Donc, les 4 grands temps aujourd'hui, c'est sensibilisation et information du patient. Ensuite, comme le disait Sophie, on va rechercher les contre-indications. Donc, aujourd'hui, il y a quand même peu de contre-indications pour les patients atteints de cancer pour pratiquer une activité physique. On va regarder aussi un petit peu les antécédents médicaux et voir avec le patient quel était son niveau habituel d'activité physique. Ensuite, on va regarder quelles sont les limitations fonctionnelles. Donc, le tableau qui avait été présenté tout à l'heure, donc en fonction du nombre de limitations, mais également de la motivation du patient et de ses freins, on va pouvoir regarder avec lui quel type d'activité on va pouvoir lui proposer. Et en fonction de ça, donc le médecin pourra prescrire de l'activité physique et réaliser un certificat de non-contre-indication. Donc pour le troisième temps fort, qui est le bilan fonctionnel et l'évaluation de la motivation, cette étape peut être réalisée soit par le médecin, soit par un professionnel de l'activité physique adaptée, ou bien les deux. Donc tout dépend bien entendu de la structure. Nous, aujourd'hui, en tant que réseau régional, on vous propose des outils qui sont ensuite ont pour objectif de s'adapter à vos réalités de terrain, à vos structures et à vos besoins. Et donc, pour terminer sur ce document, sur la droite, nous avons mis en regard les autres documents, donc les 4 autres documents que nous allons vous présenter à l'instant et que vous pourrez consulter donc, en complément de ce logigramme.
Donc, premier document, donc un flyer à destination donc, des patients. Donc, parmi les 5 outils que nous avons réalisés avec le groupe de travail, un est vraiment destiné aux patients. Donc, l'objectif de ce flyer, c'est d'avoir, comme on l'a vu ce matin, un certain nombre d'informations, des messages clés pour que le patient facilement puisse identifier les bienfaits et comment fonctionne un petit peu l'activité physique aujourd'hui en cancérologie. Donc, si j'ouvre ce flyer, je le prends hop, à l'instant dans mes mains. Tac. Donc, quand j'ouvre ce flyer, hop, à l'intérieur, donc on est sur un format triptyque. Sur votre gauche, vous avez en bleu donc les définitions classiques de la différence entre une activité physique adaptée et une activité sportive, donc pour que les gens puissent faire la distinction entre ces deux types d'activités. Quels sont les professionnels aujourd'hui qui peuvent être amenés et qui sont autorisés à prescrire de l'activité physique adaptée, et également une information sur la prise en charge financière. Donc, comme un certain nombre de personnes le savent aujourd'hui, la prescription d'APA n'ouvre pas droit à un remboursement, mais en fonction de la structure où on va être pris en charge pour son cancer ou bien de la mutuelle dont on dispose, il y aura des possibilités de financement pour cette activité physique adaptée. Comme nous sommes sur un document à destination du grand public, nous avons voulu qu'il soit quand même relativement visuel. Donc, sur la partie centrale, nous allons retrouver les bienfaits de cette activité physique et nous avons mis en avant donc, les grands points dont nous a parlé le docteur Abadi ce matin, notamment limiter la fatigue. Donc ça, c'est vraiment une part très importante de l'activité physique. Prévenir ou limiter le déconditionnement physique et également diminuer le risque de récidive. 3 autres messages clés sur lesquels il était important pour nous d'insister, le fait que l'activité physique, on peut le pratiquer à tout moment du traitement, avant, pendant ou après. Mais que bien entendu, plus tôt cette activité physique sera débutée et plus important les bénéfices pourront être. Et enfin, pour pouvoir être bénéfique, cette pratique elle doit être régulière et progressive. Toujours à l'intérieur de ce flyer, donc sur le volet de droite, nous allons retrouver les professionnels aujourd'hui qui sont autorisés à encadrer l'activité physique adaptée et donc en cancérologie. Donc nous, on a proposé un distinguo le avant, pendant les traitements et après les traitements. Donc après, comme on l'a vu, en fonction des limitations du patient, bien entendu, et des organisations, on va privilégier un tel type de professionnel. Donc, avant et pendant les traitements, comme on le disait, ce sera plutôt masseur kinésithérapeute formé à l'activité physique adaptée et les enseignants en activité physique adaptée. Et après les traitements, on va retrouver les éducateurs sportifs et les entraîneurs animateurs bénévoles. Et bien entendu, en fonction des capacités et des besoins du patient, ces différents professionnels peuvent bouger au fur et à mesure du temps. En complément, nous sommes venus ajouter une bulle en bas à droite pour expliquer quelle était la différence entre une séance de kinésithérapie pure, donc vraiment de la rééducation et de l'activité physique adaptée, et bien venir préciser que ces deux types d'activités sont vraiment complémentaires aujourd'hui. Et donc, c'est important de se dire qu'on est sur une complémentarité entre ces deux types d'activités. Donc, si je reviens sur cette fois-ci sur le flyer, donc quand on est dans un format triptyque, quand on va ouvrir sur le volet de gauche, nous allons retrouver les types d'activités proposées. Donc aujourd'hui, parmi les quatre activités donc au niveau qui peuvent être proposées, il est important de souligner qu'en cancérologie, 2 types d'activités sont complémentaires, tout ce qui est attrait à l'endurance et au renforcement musculaire. Et comme on est sur un document grand public, on a voulu donc toujours un peu sur le même principe que les bienfaits présentés à l'intérieur de ce triptyque, mettre en avant le type d'activités qui peuvent être proposées, comme le vélo, le yoga, le pilate et autres. Et on est venu également rappeler que l'intensité, la fréquence et la durée étaient importantes pour la pratique de ces activités. Pour terminer donc sur ce flyer, à l'arrière, on va retrouver des informations pratiques. Donc, où trouver davantage d'informations, donc des sites web où on va retrouver de l'information grand public sur l'activité physique en cancérologie. Et également, où trouver cette offre, c'est-à-dire d'un point de vue pratique, où moi, en tant que patient, je peux effectivement trouver du yoga ou de la gymnastique. Donc là encore, on est venu distinguer avant et pendant les traitements, donc plutôt l'annuaire des ressources en COPL. Et après les traitements, il y aura la possibilité aussi de pouvoir aller sur l'annuaire des ressources On y va,
qui est un annuaire régional qui s'adresse à tous les patients atteints d'une maladie chronique, dont les patients atteints de cancer, et que je vous présenterai tout à l'heure. Sur le même modèle, donc que le flyer patient, nous avons construit un flyer, cette fois-ci à destination des professionnels. À l'intérieur du flyer, donc sur le volet de gauche, à peu près les mêmes explications sur l'activité physique adaptée, la prescription et la prise en charge financière, avec des termes cette fois-ci un petit peu plus techniques, vu que ce document s'adresse à des professionnels. Au centre de ce document, nous allons retrouver également les bienfaits de l'APA. Donc là encore, comme on est sur un document à destination de professionnels avec des termes un petit peu plus techniques, donc on est là un petit peu plus loin, mais les messages clés délivrés sont sensiblement les mêmes que ceux que nous pouvons retrouver sur le flyer patient. Sur la droite de ce document, donc nous allons retrouver là encore les professionnels qui peuvent encadrer de l'APA avec le distinguo avant, pendant les traitements et après les traitements. Le fait que les séances de kiné et d'APA sont des séances, des activités totalement complémentaires dans la prise en charge des traitements pour les patients. Et enfin, donc nous allons retrouver les types d'activités. Donc à la différence du flyer patient où les types d'activités étaient beaucoup plus détaillés, comme on vient de le voir à l'instant, avec l'endurance, le renforcement musculaire et ce côté un petit peu visuel. Cette fois-ci, on est venu le diminuer, donc on est venu rappeler bien entendu les messages clés avec l'intensité, la durée, la fréquence, et puis le fait de combiner à la fois endurance et renforcement musculaire pour les types d'activités. Car nous avons privilégié donc sur ce document, donc quand on l'ouvre, je vous le présente à l'écran, donc quand on va venir l'ouvrir, oh, excusez-moi, c'est le mauvais, quand on va venir l'ouvrir, ici on va retrouver un volet complet sur le rôle des professionnels. Donc l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser ces professionnels en disant, voilà, vous en tant que médecin, en tant qu'enseignant APA ou tout autre intervenant dans la prise en charge des patients, vous avez un rôle important à jouer sur la sensibilisation, sur l'information auprès de vos patients pour qu'eux puissent ensuite avoir accès à cette activité physique adaptée. Et donc, au dos de ce flyer, c'est le même principe que pour le flyer patient. On va retrouver des outils d'aide à la pratique. Donc, cette fois-ci, plutôt les outils que nous allons vous présenter ce matin. Et puis également les deux annuaires des ressources, l'annuaire OncoPL et l'annuaire On y va. Je laisse maintenant la parole au docteur Abadi pour les deux derniers documents qui sont vraiment à destination, cette fois-ci, des médecins prescripteurs. Merci Johanna. Donc, effectivement, la prescription de cette activité physique, elle peut paraître un peu compliquée pour le médecin, surtout s'il n'est pas forcément familiarisé avec la pratique de l'activité physique. Donc, on a imaginé un guide et des outils d'aide à la prescription. Donc, vous voyez sur la diapositive, vous avez à droite un guide d'aide à la prescription qui va vous permettre de remplir votre formulaire de prescription de l'activité physique que l'on a imaginé en 3 volets. Le premier volet concerne la consultation médicale en activité physique et qui constitue en fait le premier temps d'évaluation médicale minimale avant la prescription de cette activité physique. Donc, bien évidemment, en premier lieu, vous allez faire un entretien sur l'histoire médicale du patient. Vous n'êtes pas forcément l'oncologue référent du patient, ça peut être tout médecin, médecin généraliste ou autre qui va prendre en charge le patient dans son parcours. Et sur ses habitudes de vie. Vous allez tenir compte éventuellement de caractéristiques propres à l'histoire du cancer du patient, si on a des stomies, si la chambre implantable est toujours en place, parce que ça peut avoir un impact après sur le type d'activité que l'on va pouvoir proposer, sur les précautions qui seront à prendre. Dans un deuxième temps, il va y avoir un interrogatoire et un examen physique complet, en particulier afin d'évaluer le risque cardiovasculaire du patient et un examen de l'appareil musculo-squelettique et moteur. Pourquoi? Et notamment la recherche de neuropathies périphériques qui peuvent elles aussi avoir un impact, puisqu'on a de nombreux traitements en chimiothérapie qui peuvent donner des neuropathies périphériques sévères.
Cette première examen clinique, cet interrogatoire, va permettre d'évaluer la présence de contre-indications et vous aurez dans le guide associé la liste des contre-indications médicales à la pratique de l'activité physique et vous verrez qu'elles sont assez limitées. Il y a évidemment les risques de toute pathologie cardio-respiratoire active, les risques liées à des métastases osseuses lytiques, par exemple, une anémie sévère, un contexte infectieux en cours, une neutropénie. Mais ça, ce sont vraiment des éléments de bon sens. Et vous allez surtout aussi évaluer s'il existe des limitations liées à la maladie ou aux traitements qui ont été réalisés. Et vous avez également aussi dans ce guide la liste des limitations. Par exemple, la présence d'un lymphodème, d'une stomie, d'un cathéter, d'une sonde en place, avec en regard les propositions qui sont faites pour non pas ne pas réaliser une activité physique, mais s'adapter. Donc, nous avons essayé de lister toutes les limitations que l'on pouvait imaginer en situation oncologique. Donc, effectivement, les patients atteints de cancer sont des patients, on l'a dit, assez déconditionnés et qui sont aussi beaucoup plus à risque de pathologies cardiovasculaires du fait des traitements reçus et de blessures musculo-squelettiques. Donc, l'évaluation de ces limitations est particulièrement importante. Et puis, à la fin de ce premier volet de consultation, on va évaluer de façon succincte. Alors, on vous a mis dans le guide des questionnaires pour évaluer l'activité physique des patients, mais il est évident qu'on n'a pas le temps lors d'une consultation de faire tous ces questionnaires. Par contre, ces questionnaires peuvent tout à fait être réalisés par l'enseignant APA notamment, qui prendra en charge le patient et qui va affiner l'évaluation sur la condition physique et le niveau d'activité physique. Mais malgré tout, pendant cette consultation, on peut au moins de façon globale évaluer le niveau de sédentarité, la pratique antérieure de l'activité physique et puis les goûts des patients sur ce qu'ils aiment pratiquer, parce que il ne faut pas imaginer qu'on va forcer un patient sur la durée, sur la longueur, à faire une activité qui ne lui plaît pas. Donc, il va falloir vraiment s'adapter aux patients. Donc, la fin de cet entretien, c'est vraiment un temps où on va évaluer les motivations, les freins, qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer une activité physique? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas motivé ou quelles sont les raisons? Donc, ça, c'est le premier volet de la consultation. Ce volet n'est pas à remettre évidemment aux patients. J'ai oublié de vous dire que dans l'évaluation des risques cardiovasculaires, on a mis dans le guide d'outils et de prescription l'index score de la Société européenne de cardiologie qui peut aider en fonction de l'âge, de la présence d'un tabagisme, du taux de cholestérol, du fait que vous êtes un homme ou une femme, d'évaluer le risque cardiovasculaire, tout en sachant qu'au-dessus de 65 ans, on considère que un patient est à haut risque cardiovasculaire. Cette première évaluation peut être l'occasion aussi de déclencher, si on pense que c'est nécessaire, une consultation spécialisée avec le cardiologue, voire réaliser une épreuve d'effort, notamment lorsqu'on a un objectif, peut-être dans la phase du post-cancer, à proposer, ou parce que les patients sont motivés, une activité physique intense. Il y a certains patients qui veulent se mettre à la compétition dans la phase du post-cancer. Donc, c'est extrêmement important d'être très vigilant sur l'évaluation des risques cardiovasculaires. Donc, ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet concerne la prescription elle-même de l'activité physique. Et ce volet sera à remettre à la fin de la consultation au patient pour qu'il puisse, lui, la transmettre au professionnel qui va le prendre en charge par la suite. Alors, ce qu'on a souhaité, c'est un peu diriger votre prescription pour que
elle soit plus facile. Elle vous paraît peut-être là très chargée, mais en fait, l'objectif, c'était que vous pensiez à toutes les activités et les modes d'activité qui peuvent être faites et que vous puissiez rapidement, en cochant ou en décochant, noter éventuellement les restrictions d'activité que vous imaginez pour tel ou tel patient en fonction des limitations fonctionnelles que vous aurez retrouvées. Donc, vous pouvez là faire une prescription sur le type d'activité, endurance, renforcement musculaire. Et là, j'insiste, on doit avoir un couple entre ces deux activités pour être le plus bénéfique possible. Ça peut être pour des patients atteints de tumeurs cérébrales, des activités qui vont plutôt concerner la coordination des mouvements, l'équilibre. Pour les patients en surpoids, ayant de gros problèmes de douleurs articulaires, ça peut être les activités en milieu aquatique, en décharge du corps. À l'inverse, lorsqu'il existe une ostéoporose, bien plutôt des sports en contact avec le sol. Problèmes articulaires, plutôt des activités développant la souplesse articulaire. Donc, vous voyez, vous pouvez diriger votre prescription. Vous pouvez aussi en évaluer l'intensité, peut-être légère ou modérée pendant la phase active des traitements et puis progressivement plus élevée lorsque les traitements sont terminés. Et vous pouvez faire des restrictions. Par exemple, patiente atteinte d'un cancer du sein, qui a reçu des corticoïdes pendant sa chimiothérapie, qui est sous anti-aromatase, eh bien, on va éviter, s'il y a un risque d'ostéoporose ou une ostéoporose présente, des activités telles que les sauts. La corde à sauter, ça vous paraît bête, mais il y a voilà, des programmes d'activité physique où on peut faire de la corde à sauter. Moi, j'ai une patiente qui a tassé 4 vertèbres dans un programme d'activité physique adapté parce que avant d'aller pratiquer l'activité en question, on les a fait se préparer et elles ont fait de la corde à sauter. Donc ça, par exemple, il faut contre-indiquer ce type d'activité dans ce contexte. Ça peut être le port de charges lourdes lorsqu'il y a un lymphœdème. Ça peut être éviter le milieu aquatique lorsqu'on est en cours de chimiothérapie et qu'il y a des phases possibles de neutropénie fébrile. Donc, on va pouvoir, sur cette prescription, noter les vigilances sur certains points, certaines articulations en fonction du type de cancer, faire des recommandations à l'enseignant APA qui prendra en charge le patient, par exemple, ou tout autre professionnel. Et à la fin de ce volet, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on s'entend avec le patient pour savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est le médecin qui contacte directement l'enseignant APA ou est-ce que c'est le patient qui contacte l'enseignant APA en lui ayant donné des références, par exemple, d'activités qu'il pourrait proposer au plus près de chez lui. Donc, ce volet est à remettre au patient. Et puis, on va passer donc au troisième volet qui est plus court, mais qui est vraiment le document contractuel à remettre au patient, qui le remettra lui-même à l'enseignant APA ou à tout autre professionnel de l'activité physique. C'est le certificat de non-contre-indication à la pratique d'une activité physique adaptée qui doit être daté et signé. Voilà, donc ces 3 volets, donc le deuxième et le troisième sont à remettre au patient. Et nous avons essayé de faire en sorte non pas de vous compliquer la tâche, mais essayer de vous guider pour essayer de penser à tous les éléments importants durant cette consultation. Voilà. Merci Sophie. Donc nous n'allons pas vous détailler le guide. Vous pourrez le consulter tranquillement par la suite, mais Sophie en a fait un très bon résumé à l'instant. Donc maintenant, pour retrouver ces différents outils, je vous propose de m'accompagner sur le site web OncoPL. Donc, sur la page d'accueil du site web OncoPL, vous allez retrouver en haut donc différents onglets, dont un onglet outils. Donc, en cliquant sur cet onglet, vous arrivez donc sur tous les outils que nous proposons, nous, au niveau du réseau OncoPL. Pour retrouver plus facilement les outils dans activité physique adaptée et cancer, vous avez la possibilité d'effectuer un filtre en cliquant sur prise en charge et ensuite d'accéder donc à l'onglet souhaité. La page outils activité physique adaptée et cancer est conçue à peu près de la même manière que nos autres pages outils.
donc en 3 sections. Une première section vraiment avec les outils que vous avez la possibilité de télécharger. Une deuxième partie avec les infos utiles et une troisième partie sur tout ce qui est projet. Donc sur cette première partie outils, vous allez retrouver les 5 éléments que nous avons présentés ce matin. Vous pouvez les télécharger et les imprimer. Donc, comme l'a dit ce matin notre président, malheureusement, nous n'avons pas pu organiser notre journée D3C, donc où nous aurions dû tous nous rencontrer et qui aurait été l'occasion justement de vous remettre en papier ces différents documents. Donc, nous avons quand même souhaité maintenir la présentation de ces différents outils aujourd'hui. Donc, si vous le souhaitez, nous avons mis en place un formulaire de demande qui vous permettra de recevoir gratuitement, si vous le souhaitez, ces différents documents en format papier. Donc sur la suite de cette page, deuxième information, comme je vous le disais, des informations utiles. Donc là, nous allons retrouver les annuaires des ressources, donc les annuaires sur lesquels on a référencé, veuillez m'excuser, les structures qui proposent aujourd'hui dans la région Pays de la Loire de l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer. Donc ici, nous avons un lien direct vers l'annuaire des ressources OncoPL. Et ici, donc, un autre annuaire régional qui est proposé et qui est totalement complémentaire d'une autre. Donc, l'annuaire On y va, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui s'adresse à tous les patients atteints d'une maladie chronique, dont les patients atteints de cancer. En complément de ces 2 annuaires, le groupe de travail nous a demandé que nous puissions mettre aussi à disposition des sites clés qui parlent de cette thématique. Donc, nous allons retrouver l'Institut national du cancer, mais également Manger Bouger, le ministère chargé des sports. Et donc, en complément de ces sites clés, nous vous avons mis différents documents aujourd'hui qui sont donc importants pour tout ce qui est cancérologie, donc avec des documents de la HAS, des documents de l'INCa. Et bien entendu, cette documentation sera mise à jour régulièrement en fonction des données que nous aurons. Ici, vous retrouvez la partie contact, donc moi-même et Virginie Moiteau, qui étaient donc les assistantes du projet APA et cancer. Et donc, troisième partie de cette page outils, donc comme je vous le disais, nous allons retrouver tout ce qui est explication du projet APA et cancer avec le contexte, les objectifs, méthodologie et mise en place. Donc, cette page outils est déjà accessible, donc n'hésitez pas à l'issue de ce webinaire de vous connecter directement au site internet OncoPL pour aller les voir de plus près si vous le souhaitez. Je passe maintenant à l'annuaire des ressources. Donc là encore, à partir de la page d'accueil du site web, vous avez donc cette fois-ci en bas 4 gros onglets, dont un onglet annuaire des ressources. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, donc on va arriver sur un annuaire des ressources global. Donc il n'est pas dédié uniquement à l'activité physique adaptée, on va y retrouver un certain nombre de ressources. Donc on va avoir une carte dynamique, donc sur laquelle il est possible de cliquer sur les pictogrammes verts pour avoir les informations de la structure, de ce que cette structure propose. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs filtres, donc par exemple le département, le type de structure et ensuite le soin oncologique de support. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie activité physique adaptée. Donc je coche cette case. Et donc vont s'afficher en complément de la carte dynamique au-dessus, donc toutes les structures aujourd'hui que nous avons référencées pour l'activité physique adaptée. Donc cette liste est non exhaustive. Le site web OncoPL tel que je vous le présente aujourd'hui est tout neuf, ça fait 1 mois qu'il existe. Le référencement commence tout juste. Donc aujourd'hui, nous allons retrouver en priorité les établissements de santé autorisés à la cancérologie qui proposent au sein de leur structure une offre d'activité physique adaptée et également un certain nombre d'associations qui travaillent aujourd'hui en partenariat avec ces structures. Cette liste, bien entendu, va augmenter au fur et à mesure du temps. Nous avons déjà un certain nombre d'associations qui nous ont sollicité, que nous sommes venus ajouter, et un formulaire pour justement faciliter ce référencement est en cours de construction et sera prochainement disponible. Et nous contacterons nous-mêmes un certain nombre d'associations pour leur demander si elles souhaitent être affichées dans cet annuaire des ressources. Petite précision, le site web OncoPL est accessible à tout le monde, c'est-à-dire professionnels, mais également les patients. Donc, c'est pour ça que nous l'avons mis au dos des flyers pour que ces derniers puissent également accéder facilement à cette offre.
Donc, si on s'intéresse de plus près à, par exemple, l'association Agir contre la maladie, donc en cliquant sur le plus, je vais avoir une présentation donc, de cette structure avec son adresse, un numéro de téléphone, un contact, systématiquement donc l'adresse du site web pour avoir un complément d'information. Et donc, en dessous de ces informations pratiques, nous allons retrouver tous les soins de support proposés. Donc ici, l'activité physique adaptée. Et si nous étions dans le cas d'une structure, par exemple, comme l'ICO, dans l'ICO, nous aurions toutes les informations référencées pour cette structure, donc à la fois les traitements autorisés à la cancérologie, mais également les soins de support proposés, et donc toutes les informations présentes sur l'annuaire des ressources. J'en ai terminé pour la présentation du site web. Donc aujourd'hui, on est content parce qu'on a tenu nos objectifs. L'objectif vraiment de ce projet, c'était de pouvoir vous présenter aujourd'hui ces outils activité physique adaptée et cancer. Maintenant, deuxième étape du projet, ça va être de continuer de pouvoir aller cette fois-ci au plus près des professionnels. Donc, compte tenu du contexte, c'est vrai qu'on ne va pas forcément pouvoir se déplacer au sein des établissements, mais on va voir quand même pour pouvoir aller au plus près des professionnels. Donc, le groupe de travail APA et cancer doit se réunir début février pour justement voir un petit peu comment nous allons fonctionner pour pouvoir délivrer ces différents messages tout au long de l'année 2021. Alors, je vois qu'il y a eu un certain nombre de questions, donc je vous en remercie. Donc, nous allons les poser. J'ouvre, hop. Alors, une question pour le docteur Abadi. À propos des médecins, vous dites que seulement 10% font une prescription. Que pensez-vous du médico-sport santé? Je pense que la personne parle de l'annuaire médico-sport santé. Tout à fait. Je pense que toute aide est bonne effectivement pour la prescription et l'aide à la prescription. Hein, donc ça peut être effectivement un complément. On n'avait pas l'occasion d'en parler là, mais tout ce qui peut aider à la prescription en situation de maladie chronique, hein, que ce soit le cancer ou les lombalgies ou autres maladies, il faut s'aider au maximum de guides tels que le médico-sport santé, effectivement, pour pouvoir orienter les patients et ne pas faire n'importe quoi. Surtout quand on n'a en fait pas l'habitude, ce qui est tout à fait normal. Hein. En tant qu'oncologue, on n'est pas forcément sensibilisé à la prescription. Peut-être certains médecins traitants un peu plus, mais peut-être dans d'autres domaines que la cancérologie, peut-être plus pour le diabète ou d'autres maladies chroniques. Donc, quel que soit celui qui va prescrire, tous les outils que l'on peut mettre à disposition sont nécessaires. Une autre question vient de nous arriver. Est-il possible de réfléchir à un flyer pour les enfants ados? Je pense que c'est tout à fait faisable, hein. Bien au contraire. Les questions arrivent au fur et à mesure. Alors, concernant le référencement des associations, s'assure-t-on de la formation des intervenants? Alors, justement, le référencement aujourd'hui, comme on disait, voilà, on a mis assez peu de structures. C'était vraiment les établissements autorisés à la cancérologie et les structures partenaires. Et donc, effectivement, pour s'assurer de la formation des intervenants, notre formulaire est en cours de construction et en cours de validation par nos équipes, où justement, on est en train de mettre en place un certain nombre de critères, parce que l'objectif, effectivement, c'est d'avoir un annuaire des ressources de qualité. Donc, on s'assure que derrière, ce que nous allons référencer est effectivement bon pour les patients. Et donc, nous allons aussi veiller, bien entendu, à une veille régulière pour que les informations transmises se perdurent au fur et à mesure du temps. Johanna, si je peux juste compléter, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment important que les auditeurs entendent bien que l'idée, c'est d'avoir des critères, comme tu l'as dit, et que le groupe de travail, à l'intérieur du groupe de travail, qui est très nombreux, on va certainement solliciter une partie de ce groupe de travail pour être comme un comité de validation afin qu'on puisse avoir voilà, des associations qui sont référencées et qui sont tout à fait dans les clous.
Après, on a, comme tu l'as montré tout à l'heure, un annuaire en lien avec On y va. Et donc, l'idée aussi, c'est de ne pas faire non plus un double annuaire et de pouvoir vraiment orienter les personnes sur ces 2 annuaires. Tout à fait. Et en tout cas, On est oui, vraiment sur des annuaires. une grille de critères et que c'est pas n'importe quel. Ce ne sera pas un Wikipédia où tout le monde s'inscrit en disant j'ai une asso et je fais ça. Il y aura une validation et avant d'être référencé sur le site OncoPL. Tout à fait. Une autre question, les associations pourront-elles distribuer les flyers à leurs adhérents? Bien sûr, ce sont des documents à destination, le flyer patient est vraiment pour les patients. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de demande en ligne pour que nous puissions vous envoyer ces différents flyers. Une autre question, lors du référencement, allez-vous prendre en considération les enseignants APA libéraux ou seulement les associations? Alors ça, c'est en cours de discussion, justement. Justement, c'est une grande question. Comme le disait Fabienne, on va réunir un comité pour voir avec eux voilà, ce que nous allons pouvoir référencer. Donc, à voir par la suite. Alors, hop, je continue. La prescription du sport sur ordonnance est-elle possible pour l'ensemble des médecins que rencontre le patient sur son parcours ou uniquement par son médecin traitant? La prescription, elle concerne tous les médecins qui ont à prendre en charge au cours du parcours de soins le patient atteint de cancer. Donc, ça peut être l'oncologue médical, le radiothérapeute, le médecin généraliste et j'en oublie probablement qui vont être amenés à prendre en charge le patient. La prescription d'APA ne semble-t-elle pas trop contraignante en termes d'administratif pour les médecins, notamment en milieu hospitalier? Justement, l'objectif de cette prescription un peu guidée comme ça qu'on a imaginé, je pense qu'elle peut faciliter et permettre une prescription un peu plus rapide. Parce qu'on a essayé de lister tous les éléments clés à ne pas oublier pendant la consultation. Mais il faut quand même prendre au moins un bon quart d'heure lors d'une consultation pour la mener à bien. C'est le minimum. Hein. Effectivement, ça prend du temps, mais c'est un temps essentiel pour la prise en charge des patients. Je pourrais même rajouter quelque chose par rapport à la diapositive que tu présentais, Sophie, sur le fait que on constate que peu de médecins proposent activité physique adaptée. On imagine bien qu'un des freins, ce sont toutes les questions qu'on se pose. Est-ce que le patient doit ou pas en faire au niveau de son traitement, etc. Donc, c'est aussi l'idée de ce guide pour aider le prescripteur de savoir si c'est le bon moment pour proposer de l'APA. Et puis, le 10% le fait que beaucoup de médecins ne proposent pas cette APA, c'était aussi peut-être parce que justement, on a plein de flou sur est-ce que c'est de la prescription, est-ce que c'est de la non-contre-indication. Et donc là, les 3 volets, ça se veut surtout guidant. C'est en aucun cas un outil obligatoire, c'est vraiment un outil pour guider la prescription. Et ça ne veut pas dire que demain, tout le monde doit remplir ces documents-là, mais vous l'avez bien vu dans les documents que Sophie a présentés, le certificat de non-contre-indication, c'est celui-là qui est vraiment le document demandé pour que les patients puissent avoir accès à une activité physique adaptée. Mais parfois, on hésite à remplir ce document parce qu'on n'a pas fait tout le travail qui a été fait en amont dans le volet 1 et le volet 2. Et ces 2 volets qui sont bien détaillés ne sont pas si contraignants que ça. C'est vraiment des outils de guide. Et après, encore une fois, ce ne sont que des outils qui vous sont proposés pour vous aider. Encore, c'est jamais une obligation, mais on voit bien que ce qui manque, c'est un peu de guide, un petit peu d'accompagnement, et c'est ce qui a été fait dans ces 2 documents. Docteur Abadi, selon vous, va-t-on dans le sens d'une consultation dédiée? Oui, c'est une bonne question. Possiblement à certaines phases de l'histoire du traitement du patient. Il est possible que la prescription de l'activité physique, si on imagine une prescription quand les traitements sont terminés, idéalement, il faudra avoir commencé avant. Hein. Mais imaginons qu'au moins on se pose la question quand les traitements sont terminés. Je pense que ça peut faire l'objet d'une consultation dédiée, oui.
ou alors peut-être une consultation qui est fractionnée, qui se fait en plusieurs temps. Pour vous donner un peu ma façon de la proposer, l'activité physique, je vais la proposer dès la consultation d'annonce, donc sur une consultation en gros de 3/4 d'heure d'annonce. Je vais passer 10 minutes à parler de ça à la fin. Et ça va me permettre d'aller progressivement tout au long de la prise en charge pour une prescription qui va peut-être se faire un peu plus tard. Donc, ça peut aussi être un moyen que ça ne prenne pas trop de temps à la consultation, mais de le faire sur plusieurs temps. Le fait de le proposer très tôt, je me suis rendu compte que ça permettait aux patients, et ça c'est important, je pense que c'est important, de s'apercevoir que la vie continue en fait quand on a un cancer et que c'est pas parce qu'on va commencer une chimiothérapie qu'on doit rester cloîtré chez soi dans son fauteuil avec un régime alimentaire strict et l'absence de toute activité. Donc en fait, le fait de remettre en perspective le fait d'avoir une activité physique régulière, c'est aussi pour les patients un moyen de se rendre compte qu'ils vont peut-être pouvoir continuer à vivre quasi normalement. Et ça donne une petite lueur d'espoir aux patients. Et personnellement, j'essaie d'entretenir ça au fur et à mesure des consultations. Une question de Sandrine Dugas. La motivation et la régularité de l'activité physique viennent souvent de la pratique collective. La prescription est-elle pour une pratique individuelle? Donc, les documents que nous avons proposés. Oui, on ne l'a pas différencié. Hein. C'est à la fois pour une pratique individuelle et surtout en groupe, puisque toutes les associations que l'on va référencer, qui sont référencées, ce sont surtout essentiellement des pratiques en groupe. Et il faut savoir que c'est ce qui marche le mieux. Hein. La littérature montre que les activités supervisées en groupe fonctionnent bien. Il y a une émulation très claire. Fabienne ? Ouais, je voudrais compléter parce que justement, j'avais une petite question qui me trottait dans la tête. Alors, j'arrive au milieu, mais c'est une question que je voudrais poser à Sophie. Pendant le confinement, on a vu apparaître beaucoup d'activités physiques. Alors, je ne parle pas forcément adaptées ou en cancérologie, mais pour tout le monde, l'activité physique en visio. Qu'est-ce que tu penses de l'activité physique adaptée en collectif, menée en visio, bien entendu, dans l'idée où les gens, enfin, il y a eu tout à travailler au préalable, mais que ça se fasse en visio. Parce qu'on a vu que ça fonctionnait, mais toi, est-ce que tu en as l'expérience et est-ce que tu penses que ça peut être une solution? Parce que tout le monde n'a pas la facilité, sans parler de Covid, hein, mais tout le monde n'a pas la facilité de se rendre à un endroit particulier pour faire cette activité physique. Je pense que tout moyen est bon à prendre. Le podomètre, le cours en visio, tout est bon à prendre pour que les patients se mettent en mouvement. Et bon, je n'en ai pas l'expérience pendant le confinement. On a laissé des petits films effectivement à disposition des patients mais des cours en groupe en visio, non. Mais je pense que c'est une idée très intéressante. Il n'y a pas de mauvaise idée. Hein. Je pense qu'il faut explorer toutes les pistes pour stimuler le plus de patients possible. Et je note par contre très clairement, parce que je pose la question systématiquement aux patients qui sont en suivi ou en phase active de traitement, que la période des 2 confinements a été malheureusement été l'objet d'une très nette diminution de l'activité physique et un arrêt complet de certaines activités, alors forcément en groupe parce qu'on y a été contraint, mais les patients n'ont pas du tout marché davantage ou fait d'autres activités en complément. Une question de Julie Gélin. Avec ce type de prescription, comment se passe la prise en charge financière si elle se passe chez le médecin kinésithérapeute? Donc, je pense que là, on peut peut-être faire un petit rappel entre la différence déjà rééducation stricte et activité physique adaptée par un kinésithérapeute. Sophie, si vous voulez compléter. Oui, alors c'est une question, je ne sais pas si je sais bien répondre à cette question. Elle me paraît effectivement très pertinente. Alors bon, bien évidemment, la prescription n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Hein. Par contre, il faut demander aux patients d'interroger leur mutuelle, puisque de nombreuses mutuelles, à l'heure actuelle, participent
et beaucoup s'y mettent de plus en plus au financement de la prescription de l'activité physique. Par contre, effectivement, chez le kiné, je n'ai pas la réponse à cette question, mais les kinés doivent savoir. Je ne sais pas. Et puis au sein des établissements de santé, tu le disais tout à l'heure, Johanna, dans le document, voilà, il y a des établissements de santé de la région qui proposent, et c'est pour ça aussi que dans l'annuaire OncoPL, vous avez dans les établissements de santé autorisés à la cancérologie de la région référencé les équipes qui proposent de l'activité physique et là qui sont mis en place par les établissements. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, il faut se renseigner auprès des mutuelles, et il y a des associations aussi, il y a beaucoup de choses qui se font avec les associations, que ce soit avec la Ligue ou avec d'autres. Il y a différents moyens d'avoir ces financements, mais il n'y a pas de remboursement stricto sensu par la Sécu. Il faut savoir aussi que les licences, en fait, ce qui est demandé comme frais aux patients, le reste à charge est quand même assez modéré. Nous, à l'ICO Paul Papin, on a un regard lorsqu'on essaie de référencer une structure d'activité physique de sport santé pour travailler avec nous. On va insister sur le point pour que cette activité physique soit la plus accessible financièrement pour tous, pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir s'inscrire. Et généralement, quand vous irez donc sur les sites web directement des associations, les tarifs en plus sont généralement proposés d'emblée, donc ça vous permet d'avoir une indication directe de la participation financière pour ce type d'activité. Une autre question, donc cette fois-ci de Marie Guével. Pourquoi faut-il une contre-indication en complément de la prescription d'APA, alors que sur le document prescription, le médecin conseille que le patient fasse une activité physique? Non, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication, que le patient ait un cancer ou une autre pathologie chronique, il va être plus à risque de décompenser, que ce soit sur le plan neuromusculaire ou cardiovasculaire. Donc là, c'est au médecin d'évaluer s'il y a des risques à une pratique. Alors, c'est surtout dans le cas des pratiques d'intensité importante. Pour une activité physique modérée, je suis tout à fait d'accord, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Mais ce sont pour les activités d'intensité importante, notamment pour certains patients qui veulent reprendre, par exemple, la compétition, ça existe. Là, on n'a pas le choix. Il faut quand même être très exigeant dans l'évaluation préalable que l'on va faire. Et concernant donc, ces deux documents, le document, en fait, le certificat de non-contre-indication et justement le document de prescription, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des documents qui ne s'adressent pas à la même personne. Le document de prescription, c'est vraiment pour que le patient puisse repartir avec des informations transmises par son médecin pour que celui-ci ensuite les transmette au professionnel de l'activité physique qui le prendra en charge. Le document de contre-indication, c'est vraiment cette fois-ci le certificat non-contre-indication. Excusez-moi. Le certificat de non-contre-indication, donc lui, en tout cas, est important et indispensable quand vous souhaitez ensuite faire une activité physique au sein d'une structure. Ce document vous sera demandé systématiquement, parce que comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est un document vraiment qui est, je ne dirais pas opposable, le mot me manque. Contractuel. Contractuel, voilà, merci, tout à fait. Une question encore sur ce certificat de non-contre-indication. Quelle est sa durée de validité? Très bonne question. C'est une très bonne question. Je pensais bien qu'on allait me la poser. Et je n'ai pas tous les éléments de réponse. Alors, quand on pratique de l'activité physique à l'heure actuelle, hors maladie chronique, quand vous êtes dans un club, que vous n'avez pas de soucis de santé, hors sport à risque, genre parachutisme, sport automobile, rugby, enfin ce genre de choses beaucoup plus à risque, votre certificat est valable 3 ans. Et simplement l'année 2, l'année +1 et +2, vous remplissez un document certifiant qu'il n'y a pas eu de modification dans votre état de santé, qu'il n'y a pas eu d'événement de santé. Là, le flou existe concernant la maladie chronique.
Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux que ce certificat, dans le contexte de la maladie chronique, soit rempli tous les ans. Mais je n'ai pas la certitude à ce jour que ce soit légalement nécessaire. Mais dans le cadre d'une maladie, d'une pathologie chronique et notamment le cancer, où l'état de santé peut évoluer au fil du temps, soit parce qu'il y a une rechute, soit parce que ça va mieux, je pense qu'un certificat annuel me paraît plus raisonnable. Alors, je vois qu'il reste quelques questions. Je continue à les balayer. Hop. Alors, un certain nombre de remarques, simplement. Concernant le site On y va, donc une petite précision, le référencement est contrôlé aujourd'hui par la Direction régionale de la jeunesse et des sports. Donc là encore, on est sur un annuaire des ressources, donc pas d'inquiétude derrière. Bien entendu, il y a un contrôle qui est effectué. Voilà, tous ces annuaires des ressources que nous avons mis sur notre site internet ne sont pas référencés comme ça de manière aléatoire. Il y a vraiment un vrai contrôle qui est effectué derrière pour vous assurer la qualité des informations qui sont transmises. Alors, Marion de Resprel, en termes de remarques, il serait envisageable de mettre en place une consultation en HDJ SDS, ce qui permet d'avoir du temps et d'être financé. C'est une question ou c'est… Une remarque. Non, une remarque, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie de faire à l'ICO à Angers, une consultation dédiée qui se fera effectivement en hôpital de jour, couplée entre le médecin, le kiné, l'enseignant APA et l'infirmière. Donc ça peut être un modèle effectivement. Une question de Sandrine Dugas. Donc, serait-il intéressant, une fois l'annuaire des ressources terminé, de créer des collectifs départementaux APA et cancer? Donc, je pense que cette question peut s'adresser plutôt à Fabienne en tant que directrice d'OncoPL. Je pense que de toute façon, ça va se faire même au démarrage. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, vraiment, l'annuaire, il est tout neuf. Hein, donc, on a d'abord capitalisé sur ce qu'il y avait dans les établissements, plus là, on parle de l'APA aujourd'hui, mais notre annuaire, il va embarquer tous les soins de support. Donc, il y aura certainement aussi une logique à avoir avec tous les autres soins de support par rapport à cet annuaire. Et ces collectifs départementaux, ils sont tout à fait intéressants, même au démarrage de l'implémentation des associations dans cet annuaire. Donc, je crois que là, dans les perspectives, tout à l'heure, Johanna a fini sur une diapo perspective 2021, voire 2022, etc. Il y a vraiment ce travail de référencement. On a eu un groupe de travail APA qui a permis d'avancer déjà avec ces associations connues et reconnues. Il y en a plein d'autres, mais on va avoir la même question pour les autres points de support et on pourra refaire un webinaire avec les autres points de support. Et je pense qu'on pourra évidemment avoir des collectifs départementaux de façon à valider, enfin faire partir ces gens de ces groupes de validation des critères pour inclure les assos dans l'annuaire. Donc oui, la réponse, elle est tout à fait positive. Pour être remboursé par sa mutuelle, devons-nous donner la prescription médicale ou le document de non-contre-indication en plus du devis? Est-ce que ça, Sophie, vous avez des éléments de réponse à cette question? Ou voir directement Non, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, puisque pour l'instant, on les a pas utilisés. Je pense qu'un double de la prescription médicale, pas le certificat de non-contre-indication, mais un double de la prescription médicale me semble effectivement tout à fait opportun à envoyer à la mutuelle. Une question de Julie Guélin. Donc, comment se faire référencer aujourd'hui pour faire connaître notre prise en charge de groupe? Donc, pour ça, vous pouvez aller directement sur la page outils que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous allez avoir mon contact. Ou sinon, n'hésitez pas à utiliser directement l'adresse contact du site web OncoPL. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, d'ici quelques temps, nous allons mettre en place aussi un formulaire qui sera directement accessible depuis le site web pour faire une demande de référencement. Et donc, en fonction des informations et, comme on le disait, des différents critères, nous pourrons répondre ou pas favorablement à votre demande.
Alors, alors, une question de Nathalie Brousse. Avez-vous connaissance d'établissements de soins qui conduiraient des projets expérimentaux de promotion de l'activité physique par des environnements dits favorables? Campagne d'affichage, équipement en libre accès de type agréé, hors service de kiné ou d'appât spécifique. Alors, à ma connaissance, je La région, ça ne me dit rien, mais peut-être que Sophie a une idée là-dessus. J'ai pas très bien compris le type de projet. Des projets expérimentaux de promotion de l'activité physique par des environnements dits favorables. Campagne d'affichage, équipement en libre accès de type agréé, hors service de kiné ou appât spécifique. Alors, pour parler spécifiquement de notre activité à l'ICO, on a deux grands projets qui sont en finalisation. L'un, article 51 avec la sécurité sociale, et puis un autre pour un accès à domicile à la pratique de l'activité physique par des plateformes dédiées. Donc, ce sont des projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas disponibles encore à ce jour. Ils sont en finalisation. Je pense que juste pour compléter la réponse de Sophie et pour répondre à Madame Brousse, aujourd'hui, alors comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on fait un webinaire uniquement sur la présentation des outils construits par Oncopel. On va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions sur les projets APA, puisqu'on aurait dû faire une grande journée activité physique adaptée et cancer aujourd'hui en présentiel avec les 3C de la région et les différents établissements, et on aurait certainement eu plus de réponses par rapport à ces sujets. On espère donc bien entendu que vous serez présents à notre journée l'année prochaine. Mais en attendant, ça donne des idées de pistes de travail pour l'année à venir on a parlé de la consultation dédiée, on parle de ces projets. Ça peut tout à fait être un état des lieux qu'on puisse mener dans les mois à venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est concentré sur ces outils qui ont été créés par Oncopl, et la grande journée, on va dire, APA et cancer, malheureusement, qui devait avoir lieu en présentiel, elle a été reportée du fait de la situation. Mais ça nous donne des pistes de questions à poser à nos établissements dans les mois à venir. Léa Bourrasso apporte un complément de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure sur les documents à transmettre aux mutuelles pour demander une prise en charge. Donc, il faut effectivement donner la prescription médicale plus le devis ou la facture d'activité physique adaptée. Alors, je vois que les questions, nous n'avons plus de questions qui arrivent. Je regarde si j'en ai raté. Hop. Hop, celle-ci, nous y avons déjà répondu. Hop, celle-ci également. Alors, une question de Anne Boussion. Avez-vous déjà fait une étude sur la sophrologie et le cancer? Donc, cette personne a des résultats avec des personnes qui vivent avec moins de stress les traitements et vivent plus sereinement le retour à leur quotidien après les traitements. Seriez-vous prêt à faire une telle étude? Donc, je ne sais pas à qui s'adresse, donc peut-être à nous au niveau du réseau Oncopl, je pense, ou peut-être au niveau d'établissement directement. La sophrologie est très utile en oncologie, hein, ça c'est certain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle se pratique au quotidien dans beaucoup de structures, chez nous notamment, et a montré des bénéfices en qualité de vie dans certaines études. Donc, je pense qu'il y a déjà des travaux, je ne les connais pas forcément en détail sur la sophrologie, mais il y a des travaux de fait sur les bienfaits de la sophrologie, au point qu'elle fait dans certaines structures partie des soins de support. Exactement. En fait, la sophrologie, ça fait partie des soins de support, comme l'APA, mais là, aujourd'hui, on était vraiment concentré sur l'activité physique adaptée, et on fera certainement des webinaires sur les soins de support, mais voilà, aujourd'hui, c'était concentré sur l'APA. Et donc, je vais terminer. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Juste une petite remarque. Thibaut Deschamps, qui nous donne son avis sur le référencement des enseignants APA, donc libéraux, par rapport à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Donc, pour lui, il y a un réel intérêt à les référencer pour faciliter effectivement le maillage géographique et l'accès à l'APA au plus proche du domicile des patients. Donc, nous, on est tout à fait d'accord avec vous. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, sur le site web On y va, eux, en tout cas, référencent les enseignants APA individuels libéraux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur des annuaires complémentaires. Donc, peut-être que nous, effectivement, on sera amené à ne pas référencer les enseignants APA
libéraux. Donc voilà, c'est sous réserve effectivement que nous ayons terminé d'établir les différents critères. Mais en tout cas, si nous, à terme, nous ne le faisons pas, sachez que c'est une possibilité de référencement qui est faite sur le site On y va, accessible directement depuis aussi donc, le site web OncoPL. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions. Il est 10h25. Parfait. Donc, je pense que nous allons pouvoir clôturer. Ah, je vois que ça clignote. Est-ce qu'il y en a une petite dernière? Non, c'est bon. Eh bien, Fabienne, je te laisse clôturer. Oui, eh ben, pour petit mot de clôture très rapide, parce qu'il nous reste 5 minutes. En tout cas, je voudrais d'abord remercier énormément le groupe de travail régional, et notamment Sophie Abadi-Lacourtoisie, qui a été le responsable de ce groupe, et en lien avec Johanna Silve, donc notre chef de projet sur l'outil sur l'APA. Et bien sûr, l'équipe qui a travaillé aux côtés de Johanna sur ce sujet à OncoPL, notamment Virginie Moiteau et Delphine Lozeille, Samantha qui était notre interne et qui a travaillé beaucoup sur la conception des documents, et puis aussi Clémence et encore Virginie par rapport à l'intégration dans le site web. Vraiment, ce qu'on voulait montrer, c'était des outils pratiques et insister sur le fait que ce soit des outils d'aide et aucunement des outils obligatoires. Donc ça, c'est vraiment important. Mais on voulait absolument répondre à une question qui avait été posée. Sophie, je pense que tu te souviens, c'était un congrès qui a eu lieu à la Cité des Congrès à Nantes il y a peut-être 2 ans, je crois maintenant, où tu étais intervenue en disant l'APA en cancérologie, c'est vraiment fondamental, mais malheureusement, peu de médecins le prescrivent par manque de connaissances, manque d'outils, manque de temps. Et donc l'idée avec ces outils, c'est de pouvoir donner de l'aide concrète, de façon à ce que ceux qui hésitent encore à se lancer dans la prescription d'APA auprès de leurs patients en cancérologie n'hésitent plus et aient des réponses le plus précises possible entre le moment du kiné, le moment de l'enseignant APA, le moment de l'association, le moment du traitement. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Et comme tu l'as très bien dit au début de ta présentation, Sophie, il n'y a pas beaucoup de moments où on ne peut pas faire de l'activité physique adaptée aux patients, mais par contre, il y a des précautions à prendre, des conseils à donner et surtout, s'assurer de la motivation du patient. C'est clair que on ne fera pas devenir un patient, même si on est convaincu que c'est fondamental pour lui, on ne va pas faire un marathonien d'un patient qui a un cancer parce qu'on se dit que le sport, c'est bien pour lui. Donc, les 3 volets qui ont été présentés tout à l'heure par Johanna et Sophie, c'est vraiment 3 documents d'aide qui sont très progressifs. L'accompagnement dans le besoin du patient et sa motivation, la prescription un peu guidée pour vraiment rassurer aussi le patient simplement, c'est pas un mot pour dire faites de l'activité physique, parce que comme tu l'as dit, s'il se met à faire de la corde à sauter et que c'est pas bon pour lui, c'est dommage. Et enfin, un document entre guillemets contractuel qui est le certificat de non-contre-indication. Et tout ça associé à ce guide, alors que vous n'avez pas vu, mais allez le voir. Le guide, il répond à des questions très précises sur justement comment remplir ces documents. Et encore une fois, on espère que ça vous aidera et on espère que vous pourrez y trouver comme ça de la facilité pour accompagner au mieux vos patients. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Voilà tout ce que je voulais dire. Et pour terminer aussi dans les perspectives, on a bien entendu de faire évoluer ces outils et l'annuaire, bien entendu, ça on en a déjà parlé, mais aussi de faire des outils peut-être spécifiques pour les ados et les enfants. Ça, on a entendu aussi ce point de vue. Et surtout ce lien de travailler avec la région, avec la direction de la jeunesse et des sports, pour avoir ce lien étroit dans nos annuaires et pas faire du doublon. Et donc pouvoir renvoyer, c'est pour ça que les 2 boutons sont vraiment au même niveau, pouvoir renvoyer sur l'un ou l'autre site et pas faire du double travail, ça ne sert à rien, il y a déjà suffisamment de choses à faire. Donc vraiment pouvoir jouer sur ces 2 annuaires. Voilà, on espère que ce webinaire vous aura été utile. Encore un grand merci à tout le groupe de travail, à toute l'équipe OncoPL. Et un petit mot, peut-être Sophie pour conclure ou Johanna. En tout cas, merci à toutes les deux pour cette présentation de ce matin. Merci Fabienne et merci à toute l'équipe d'OncoPL d'avoir mené ce travail qui était très stimulant et qui a vraiment montré dans le groupe très varié de professionnels qui le constituaient un dynamisme très important et on voit bien que les gens dans la région ou ailleurs ont vraiment envie de faire bouger les choses pour nos patients. Merci à tous. Eh bien, merci également à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette journée. Vous étiez plus d'une 50aine de personnes à vous être connectées, donc vraiment un grand merci. Un grand merci à Sophie d'être intervenue ce matin et
d'avoir présenté ces différents outils et d'avoir pu m'accompagner. Un grand merci au groupe de travail. Comme on l'a dit, on était sur un groupe de travail vraiment au top, très motivé, qui a donné vraiment de son temps et qui nous a beaucoup aidé pour avoir des documents de qualité, et nous espérons que vous allez pouvoir les utiliser. Ce webinaire sera disponible en replay très prochainement, et puis vous allez recevoir normalement demain un court questionnaire, quelques petites secondes, donc surtout n'hésitez pas à y répondre, ça nous permettra, voilà, si on a besoin de s'améliorer pour la suite, de continuer. Merci à tous, et puis on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.